Samedi 15 octobre, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de ce journal. Quatrième commission de l'ONU sur la décolonisation, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies rappelle les fondamentaux juridiques de la question sahraoui. Et le représentant spécial du secrétaire général pour la Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye prend officiellement ses fonctions à Tripoli. On va s'intéresser aux défis qui attendent le nouvel émissaire dans cette édition. 41 personnes sont mortes suite à une explosion à l'intérieur d'une mine en Turquie. Le président Recep Tayyip Erdogan était sur place ce samedi. Algérie, projet de loi de finances 2023 débattu au niveau des deux chambres du Parlement. Entre l'équilibre entre le maintien de la croissance et du développement et les préoccupations autour du pouvoir d'achat, on en parle dans ce journal. On entame donc ce journal avec cette déclaration du représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Nadir El-Arbaoui. Il a rappelé avec force devant les membres de la 4e commission de l'ONU sur la décolonisation les fondamentaux juridiques et historiques de la question du Sahara occidental avant de déconstruire les thèses marocaines éculées sur cette question et les allégations visant à pervertir les faits et induire en erreur la communauté internationale. بخصوص محاولة اقتراح الحكم الذاتي. S'agissant de la proposition d'autonomie, la considérer comme seule solution représente un dangereux précédent pour la légitimité internationale et de la Charte des Nations Unies. L'octroi d'une quelconque crédibilité à cette proposition signifiera, et pour la première fois depuis l'existence des Nations Unies, la légitimation d'un fait colonial et l'obstination à imposer le fait accompli, en plus du désistement de l'ancienne puissance administrante de sa responsabilité historique, ne peuvent être considérés que comme une complicité avec la force occupante. Le représentant spécial du secrétaire général pour la Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, a officiellement pris ses fonctions. Plusieurs défis attendent le nouvel émissaire, notamment pour ce qui est de l'organisation des élections générales. Les détails avec Amine Touta. 9 mois après la démission du dernier représentant de l'ONU, un nouveau nom apparaît sur la scène libyenne. Abdoulaye Bathily a été désigné officiellement par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, comme envoyé spécial chargé du dossier libyen. L'ex-ministre et diplomate onusien compte à son actif plus de 40 ans d'expérience dans des fonctions nationales et institutions internationales. Ses missions onusiennes les plus récentes furent au Mali et en Centrafrique. Sur le plan libyen interne, le premier ministre du gouvernement libyen d'union nationale, Abdelhamid Dbeiba, a salué la nomination par l'ONU du diplomate sénégalais comme nouveau représentant en Libye. Un nouveau nom qui doit faire face à plusieurs défis, en l'occurrence la mise en place d'une base constitutionnelle consensuelle pour la tenue des élections et mettre un terme aux conflits internes. Pour rappel, des élections présidentielles et parlementaires étaient prévues le 24 décembre 2021 en vertu du Congrès de Genève. Trouver un terrain d'entente entre les différents acteurs politiques libyens serait un enjeu majeur pour le successeur de Yancoubiche, en favorisant un dialogue interne qui pourrait créer un consensus et dont beaucoup d'initiatives internationales ont jusque-là échoué. Il avait déjà pris le pouvoir il y a 2 semaines au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a été désigné à l'unanimité président de la transition dans le pays. Le capitaine Traoré est désigné par des assises nationales qui ont rassemblé quelques 300 représentants de l'armée et la police, des organisations coutumières et religieuses, de la société civile, des syndicats, des partis et des déplacés internes victimes des attaques terroristes qui frappent le pays depuis 2015. Onde de choc en Turquie. 41 personnes sont mortes suite à une explosion à l'intérieur d'une mine dans la région d'Amsara. Le drame s'est déroulé dans une mine de charbon au nord-ouest du pays. Le président turc Recep Tayyip Erdogan était sur place ce samedi.
Il a promis que l'État prendrait en charge et allait protéger les familles des victimes, dont les funérailles étaient déjà célébrées ce matin dans les villages voisins. Des peines s'élevant jusqu'à 22 ans d'emprisonnement et 6 mois avaient été prononcées par la justice turque contre 5 responsables de la mine. Ils sont jugés coupables de négligence. Bien sûr, la nature de cette explosion sera déterminée. Et s'il y en a, les responsables seront révélés au cours des enquêtes administratives et judiciaires. Ces enquêtes ont déjà commencé, à différents niveaux. Notre priorité était de retrouver les mineurs dans la galerie. Nous avons retrouvé notre 41e ouvrier. Bien sûr, il est également décédé. L'Algérie, à travers un communiqué, présente ses condoléances à la Turquie et aux familles des victimes suite à cette explosion à l'intérieur d'une mine. L'Algérie exprime sa solidarité à la Turquie et souhaite un prompt rétablissement aux blessés dans ce drame. Et en Palestine, un citoyen est mort près de Ramallah. Il est tombé en martyr sous les balles de l'armée d'occupation sioniste qui ont pris d'assaut la région nord. 5 autres Palestiniens ont été arrêtés en Cisjordanie occupée. On revient sur la signature de la déclaration d'Alger, un événement historique pour la réconciliation des factions palestiniennes. La Ligue arabe salue cet accord, censé en finir avec la division au sein de la classe politique palestinienne. Khaled Mbatash. La déclaration d'Alger, document qui réunit de nouveau les factions palestiniennes autour d'une même table pour l'avenir de la question palestinienne, renaît de ses cendres. Et le monde s'incline devant la performance algérienne portée par une main de maître par le président algérien Abdelmajid Tebboune. Depuis hier, les réactions positives s'enchaînent. Dernière en date, celle du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, qui a salué l'accord censé en finir avec la division au sein de la classe politique palestinienne. Au final, presque tous les pays ont le regard tourné vers Alger, qui ne compte pas pour autant s'endormir sur ses lauriers. Le rêve ultime caressé par l'Algérie, c'est de voir l'État palestinien proclamé haut et fort selon les frontières de 1967. Qatar, Turquie, Chine, Russie, Libye, Mauritanie, Irlande ou encore Union européenne, la déclaration d'Alger fait l'unanimité sous les auspices de la diplomatie algérienne car elle ouvre la voie à l'unité palestinienne, seule garante du triomphe inéluctable de la question palestinienne. En Irak, 2 jours après la nomination d'un nouveau président, Abdellatif Rachid et la désignation de Mohamed Shia al-Soudani en tant que Premier ministre, le mouvement du leader chiite Muqtada Sadr annonce son refus de participer au prochain gouvernement en Irak. Un refus catégorique, comme le stipule un communiqué. Shia al-Soudani a été chargé de former un gouvernement pour entamer une sortie de crise au pays. Le secrétaire général de l'OPEP, Haytham El-Rais, effectuera une visite de travail à Alger du 15 au 17 octobre en cours sur invitation du ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Al-Rab. Au menu de leur réunion de travail, la situation du marché pétrolier international et ses perspectives d'évolution à court et moyen terme. Algérie, toujours avec le projet de loi de finances 2023 qui vient d'être débattu au niveau des 2 chambres du Parlement. Un texte dont le maître mot est l'équilibre entre le maintien de la croissance et du développement et les préoccupations vis-à-vis du soutien du pouvoir d'achat et la préservation de la cohésion sociale. Retour en chiffres sur les principales dispositions relatives au projet de loi de finances 2023. Dans le reste de l'actualité en France, l'entreprise EDF repousse le redémarrage de 5 réacteurs nucléaires. Des retards liés aux mouvements sociaux en cours dans certaines centrales. EDF a ainsi actualisé sur son site la date de redémarrage de plusieurs réacteurs. Des retards qui vont d'1 jour à près de 3 semaines selon les réacteurs. Le président français avait annoncé que l'objectif est de passer de 30 à 45 réacteurs qui fonctionnent en janvier prochain.
L'Argentine connaît son taux d'inflation le plus élevé en 30 ans. Elle a atteint 83% en glissement annuel en septembre dernier. Le pays a également connu une hausse des prix de 6,2% en septembre par rapport à août. Les secteurs les plus touchés sont l'habillement, l'hôtellerie-restauration ou encore les produits alimentaires. Le gouvernement a déclaré que la lutte contre l'inflation était l'une de ses principales priorités. Et selon la dernière enquête de la Banque centrale d'Argentine, l'inflation dans le pays pourrait atteindre 3 chiffres d'ici la fin de l'année, passant à 100,3%. En Australie, un mort dans les inondations au sud-est du pays. La police locale à Melbourne a retrouvé un homme de 71 ans dans les eaux de crue dans l'arrière-cour de sa propriété. Les circonstances exactes de son décès restent à déterminer. Néanmoins, les pluies diluviennes qui s'abattent sur l'Australie depuis plusieurs jours ont commencé à s'atténuer ce samedi. Le festival Fi Sahara se poursuit dans les camps sahraouis de Tindouf au sud-ouest de l'Algérie, un événement consacré à l'esprit de lutte en faveur du peuple sahraoui dans un contexte international marqué par la participation de nombreuses organisations et défenseurs du droit du Sahara occidental, notamment espagnols, à l'autodétermination et à la liberté. Alors, l'objectif d'être ici, c'est le support au peuple sahraoui et l'opposition, qui est une part très importante de la société de Majorque et aussi de l'Espagne, en contre du président espagnol. Nous pensons que c'est une erreur historique et on pense que le Parlement espagnol, qui est contraire aussi à cette décision, a une majorité pour empêcher que cette erreur peut continuer. On va continuer à parler culture. On va rester au Sahara occidental, au Festival Fi Sahara, un événement, on vient de le dire, marqué par une forte présence internationale cette année. Artistes, journalistes ou encore activistes sont présents pour exprimer leur soutien à la cause de la libération du Sahara occidental. Et on écoute à ce propos le ministre sahraoui de la Culture. Ce festival est un très grand pas pour médiatiser la cause sahraoui et faire entendre la voix de son peuple à travers le 7e art que le peuple sahraoui a découvert tout au long de ces 17 dernières années. Nous sommes convaincus que le 7e art participe à défendre les causes justes et à faire entendre les revendications et la voix des peuples opprimés. Encore un peu de culture avant de se quitter avec ces images du Festival international de marionnettes organisé dans la ville de Yogyakarta en Indonésie. Le centre artistique et culturel de Java rassemble cette semaine des artistes, des marionnettistes du monde entier. Les représentations de ce festival de 6 jours comprennent des groupes venus de toute l'Asie, notamment de Thaïlande et du Japon, des marionnettistes européens venus d'Allemagne et des Pays-Bas, ainsi qu'un spectacle d'Afghanistan, sans compter les spectacles locaux. We'll start from the project of Sesame Street Indonesia. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'actualité continue sur Al24 News et ses réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve le week-end prochain. Comme de coutume, je vous souhaite un excellent début de semaine. Bonsoir.